sur la prochaine intervention qui va me permettre de tout savoir, ou presque en tout cas, sur la French Tech. J'accueille pour en parler Anne-Sophie Frenov et Emmanuel Flau-Offrand. Je vous en prie. Bienvenue. On va peut-être s'asseoir. Effectivement, le saxophone s'envoie pas mal, mais c'est plutôt sympa. Anne-Sophie, je crois que tu étais déjà là l'année dernière, me semble. Il y a 2 ans, effectivement, et tu étais venue à l'époque quand tu étais chez Airbnb. Exactement. Effectivement, tu as depuis évolué parce que tu es vice-présidente Europe pour B-Mobility. Et tu es effectivement le co-auteur de ce magnifique ouvrage Into the French Tech dont on va parler dans quelques minutes, que tu as écrit avec Emmanuel. Emmanuel, toi, tu es directrice de la communication d'Iris Capital, passionnée d'entrepreneuriat également, je crois, et effectivement co-auteur avec Anne-Sophie de cet ouvrage dont on va pouvoir parler dans quelques minutes, qui est un ouvrage finalement qui permet de rentrer dans la French Tech et de comprendre un peu mieux les ressorts d'un certain nombre d'individus qu'on connaît tous, qui ont effectivement fondé, ou en tout cas façonné ce qu'est la French Tech aujourd'hui. L'idée peut-être c'est de voir avec vous en quelques questions ce qui vous a motivé. D'abord, c'était la première question. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Pourquoi est-ce qu'effectivement tous ces personnages dont on a vu passer certains d'entre eux, ici je pense à Pierre Kosciuszko, je pense à Frédéric Mazella et quelques autres, qu'est-ce que vous êtes dit, pourquoi écrire ce livre? Qu'est-ce que ça faisait comme sens pour vous d'écrire un ouvrage au moment où finalement les belles histoires avaient déjà eu lieu? Bonjour à tous, merci de nous inviter à nouveau. Voilà, avec Emmanuel, on s'est rencontrés chez Airbnb il y a 5 ans. En fait, on s'est rendu compte qu'à travers nos réseaux professionnels, on connaissait énormément d'entrepreneurs. Et voilà, on a créé un réseau, on les réunissait assez souvent, on était assez proches d'eux. Et en fait, l'idée, c'était vraiment finalement de partager notre réseau, mais pour raconter la véritable histoire. Parce qu'il y a dans beaucoup de médias, voilà, on parle des réussites, mais on ne parle pas forcément des échecs, mais surtout des doutes. Voilà, on voulait vraiment montrer le côté humain. Et l'idée, c'est de donner des clés finalement à ceux qui veulent entreprendre. Et puis c'est vrai que c'était aussi l'occasion de parler aux entourages. Parce que des entrepreneurs, il y en a peut-être quelques milliers en France, quelques dizaines de milliers, mais des gens qui travaillent avec eux, pour eux, autour d'eux, qui les soutiennent, comme toi, Renan. Il y en a des centaines de milliers. Et ces personnes avaient besoin de comprendre aussi par quoi ils sont passés. Et en fait, il y a pas mal de noms assez connus, hein, on peut en citer quelques-uns. D'abord, Pierre Kosciuszko, j'en parlais, Frédéric, il y en a pas mal d'autres encore. Forcément, des personnages qu'on a vus ici, des gens qu'on connaît pour certains d'entre nous, qui sont des singularités, on va dire, qui ont pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, eu des belles histoires. Est-ce qu'il y en a un qui sort un peu, je sais pas, chacune peut-être pourrait avoir des noms différents, est-ce qu'il y en a un qui sort un peu du lot pour vous et qui aurait, par son aventure entrepreneuriale, sa personnalité peut-être, les deux, des traits caractéristiques qui sort un peu du lot de l'ensemble des autres? Déjà, écrire ce bouquin, c'est vrai que c'était une aventure exceptionnelle parce que ça a permis de repasser vraiment énormément de temps avec tous ces entrepreneurs. Et voilà, ils ont tous des histoires incroyables. Donc, c'est toujours difficile d'en faire sortir un ou deux du lot. Mais voilà, si je dois en choisir un, je parlerai de Bertin Nahum, qui a fondé MedTech, qui fait des robots d'assistance pour la chirurgie. Et en fait, il m'impressionne à 2 niveaux, en fait, sur le côté business et sur le côté humain. Sur le côté business, parce qu'en fait, c'est quand même l'un des seuls entrepreneurs qui a vendu 2 fois sa boîte à la même boîte. C'est pas mal, ça. Il a vendu, donc il a créé MedTech, où il a fait c'était des robots pour le genou, des robots d'assistance médicale pour aider les chirurgiens à opérer pour le genou. Et il a vendu ça à Zimmer Biomet. Mais il leur a dit, voilà, je vous donne mes brevets et tout, mais je garde le nom. Et donc, quand il a gardé son nom, il a recréé des robots et il a revendu sa boîte à la même entreprise. Donc, je trouve ça assez incroyable. Et après, j'aime aussi son côté humain. Son côté humain, par exemple, quand il a recréé sa 2e boîte, il a mis son assistante en tant que cofondatrice parce qu'il s'est rendu compte qu'elle était vraiment un élément très important de son entreprise. Et il n'y a pas beaucoup de fondateurs qui déjà donnent des stock options à leurs assistants. Alors, en plus, pour mettre en tant que cofondateur, j'ai trouvé ça assez fort. Et aussi, c'est le côté humain où il est vraiment sur l'inclusion. On parle beaucoup des hommes, des femmes, mais on ne parle pas assez aussi de l'âge. C'est un fondateur qui a vraiment passé du temps pour intégrer finalement des personnes plus âgées dans son entreprise, de
65 ans, pour justement pas avoir que des jeunes. Je crois qu'Emmanuelle aussi, elle a un bon exemple. Effectivement, dans les entrepreneurs et entrepreneureux de l'ouvrage, moi c'est Fanny Péchioda, qui est la fondatrice de My Little Paris, de toute la galaxie de produits, qui m'a vraiment bluffée pour 2 sujets. C'est que elle se met pas en lumière, c'est quelque chose qui la met assez mal à l'aise. Et pourtant, pour lutter contre ça, elle a dû travailler 2 fois plus dur que d'autres pour vendre son produit et en faire le meilleur produit possible et la meilleure galaxie de produits incarnée par d'autres personnes, incarnée exclusivement par l'innovation. En bâtissant vraiment ce produit-là, cet écosystème de produits, tous les mois, elle se pose la question de est-ce que mes utilisateurs, est-ce que mes consommateurs sont satisfaits ? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour les aider ? Et aujourd'hui, la galaxie My Little Paris, je crois que c'est plus d'une quinzaine, une vingtaine de sociétés qui ont toutes été fondées par cette idée-là. Comment est-ce que je peux servir en plus mes consommateurs ? Je crois que Fanny, de mémoire, elle n'a pas levé de capital, ou très peu. En tout cas, je ne sais pas si elle a fait une levée. L'heure où on parle de levée extraordinaire, je crois qu'elle n'a pratiquement rien levé avant de vendre. En fait, elle n'a jamais levé d'argent. Voilà, donc c'est assez, comme quoi, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga. Exactement, puisqu'elle avait un modèle, qu'on appelle un modèle d'agence, savoir un modèle basé sur des honoraires, puisqu'elle vendait des espaces publicitaires, des opérations spéciales, et elle s'est autofinancée dès le départ. Donc c'est assez remarquable. Ça, c'est impressionnant. Et qui, pour le coup, n'a jamais levé de capital. Je crois que c'est une belle leçon à retenir, c'est qu'on a souvent tendance à raisonner un peu trop en levant du capital, ce qui a pour conséquence au moins directe de se voir diluer assez rapidement. Bon, quand on peut trouver un modèle dans lequel ce n'est pas nécessaire, ça fait aussi partie des belles rançons du succès. Alors là, vous évoquez tous les deux des personnes, on va dire, ou des registres différents, et dans ce livre, on voit qu'il y a beaucoup de personnalités très différentes. Est-ce qu'il y a quand même dans ces parcours, quels qu'ils soient, des traits communs qu'on retrouve, ou des caractéristiques communes qui font qu'on peut déduire une espèce de génome quelque part de l'entrepreneur de la tech ou de quelqu'un qui a réussi ou qui a rebondi sur ses échecs parce qu'il a tel ou tel trait caractéristique. Ça existe, ça, ou pas ? Oui, quand même. Même si quand il faut aller convaincre des cofondateurs et les premiers salariés. La première fois que vous vous lancez, que vous êtes tout seul chez vos parents et que vous allez devoir aller recruter des stagiaires ou des salariés et leur faire comprendre qu'ils doivent ne pas aller chez L'Oréal, qu'ils ne doivent pas aller chez Blablacar, mais qu'ils doivent aller chez vous, le petit start-up qui débute. Si vous n'avez pas la passion, vous ne recruterez personne et vous ne grandirez jamais. D'accord. Alors, tu évoquais, Emmanuel, il y a quelques minutes, quelques dirigeantes. On parlait de Catherine, Céline, Fanny. Il y a 50 dirigeantes que vous avez interviewées dans votre livre. Il y a combien de femmes ? Et c'est quoi la place des femmes, finalement, dans... Alors, on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat au sens large, mais dans l'entrepreneuriat digital notamment, ou de la tech en tout cas. Alors effectivement, c'est un sujet qui me touche beaucoup et on en discute beaucoup avec Anne-Sophie. Dans le livre, il y a 30% de femmes. Il y a exactement 30% de femmes ou 30,5% de femmes. Donc il y a 16 ou 17 femmes présentes dans l'ouvrage. Pour nous, c'est une proportion qu'on a choisie. On a choisi d'avoir 30% de femmes parce que tout simplement, aujourd'hui en France, il y a 30% des sociétés qui sont fondées et dirigées par des femmes, quel que soit le modèle de société, qu'il s'agisse de la boutique à côté de chez vous, qu'il s'agisse de Engie, qu'il s'agisse d'une grande société ou de petite société, de freelance, 30% des sociétés sont fondées par des femmes. Dans le digital, aujourd'hui, on est plutôt autour de 9-10%. Et encore, ça, c'est uniquement les sociétés dont on connaît l'existence par des levées de fonds, donc on a sans doute un petit peu plus. Mais ça nous semble être un objectif tout à fait réalisable d'ici 5 ans. D'accord. Et juste, ces 30%, si on prenait la cartographie normale, en tout cas sans aller chercher la statistique de représentation nationale, on tomberait sur cette stat-là aussi dans le domaine de la tech, ou c'est plus, ou c'est moins ou... Alors, dans le domaine de la tech, on est plutôt sur 9-10% de femmes dans ce secteur-là. Mais ça, c'est aujourd'hui. D'accord. Alors, dans les gens interviewés, il y a Stanislas dans Doctolib, il y a Frédéric Mazella à Blablacar, il y en a plein d'autres. On parle souvent des licornes, effectivement, en étant à chercher cette capille de 1 milliard effectivement, de dollars, qui est une espèce de Graal qu'il s'agirait d'atteindre. C'est quoi la prochaine licorne française, alors, si vous avez pu identifier dans les portraits que vous avez pu faire ? Alors, ça, c'est plutôt mon expérience aujourd'hui chez Iris Capital, où on finance 80-90% de sociétés B2B, mais on se rend compte que les prochaines licornes, quels que soient les pays, et principalement en Europe, où le marché est un peu plus petit quand même qu'aux États-Unis, quand vous vous lancez et que vous faites une boîte B2C aux US, vous avez 300 millions de clients potentiels. Quand vous lancez une boîte B2C en France, vous avez 60 millions de clients potentiels, 70 millions. Je pense que les prochaines licornes françaises, et elles le sont déjà, ce sont des boîtes B2B. Donc ce sont des boîtes qui ne sont pas si sexy que ça.
Ce sont des boîtes qu'on ne voit pas forcément dans les médias, qui n'ont pas un modèle évident. Mais chez Eris, là, on a soutenu la toute nouvelle licorne française qui s'appelle Kiriba, qui est une société de logiciels d'optimisation de la comptabilité et de la trésorerie. Autant vous dire qu'on est à un niveau de sexitude. Ça ne fait pas forcément rêver tout de suite, assez mais plat. bon. Mais bon, les algorithmes publicitaires de Twitter ne sont pas plus sexy. Mais c'est une société qui est extraordinaire. Et on parlait d'entrepreneurs passionnés, résilients. Et aujourd'hui, je pense que le B2B est un secteur qui a un énorme potentiel parce que nos ingénieurs sont extraordinaires, nos boîtes sont géniales en France et qu'elles ont tout pour conquérir le monde. C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, on voit souvent des belles boîtes émerger qui sont connues des gens, on va dire, du milieu, parce que c'est des boîtes B2B, pas très connues du grand public, comme peuvent l'être des dirigeants emblématiques qu'on évoquait tout à l'heure. C'est que ces boîtes-là, il faut les regarder de près, parce qu'on a quelques très très beaux talents ingénieurs en France qui font des belles choses et qui sont repérés très vite aux US, d'ailleurs, pour aller migrer là-bas. Ce qui amène d'ailleurs à la question d'après, vous qui connaissez bien les US, par Stanford notamment, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, Anne-Sophie, qu'est-ce qui manquerait, peut-être que ce n'est pas le cas, à la France pour quelque part rivaliser avec la Silicon Valley, ou est-ce qu'on a au contraire, on se fait des nœuds au cerveau, il n'y a pas de raison d'avoir d'état d'âme particulier par rapport ou un de complexe particulier par rapport aux US? J'en ai fait pas mal, j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis et une différence que je vois, c'est au niveau des ingénieurs. En fait, oui, en France, on manque d'ingénieurs, mais surtout, c'est mon point de vue, mais je trouve qu'on manque d'ingénieurs qui ont vraiment un sens business. Je trouve qu'aux États-Unis, ils ont plus ce sens business. Et voilà, ils vont vraiment s'attacher, regarder les KPI tous les jours, regarder les chiffres de vente chaque jour, s'assurer que ce qu'ils font, ça augmente le taux de conversion entre la page 1 du site, la page 2 du site, et entre la page 2 du site et la page 3 du site. Et on n'est pas juste dans un truc d'ego à juste faire du code pour se dire je fais du code. On est au West Web Festival, donc je ferai peut-être un parallèle avec la musique, avec un DJ connu, je crois qu'il y a David Guetta qui va jouer. Voilà, David Guetta, quand il joue, j'ai eu l'occasion de le voir, il est vraiment, il fait attention à l'utilisateur final qui est vous, et il vous regarde, il code finalement sa musique en fonction de vous, en fonction de ce que vous aimez. Il n'est pas tout seul dans son coin, c'est pas grave s'il n'y a personne qui danse. Vous voyez, voilà, je ferai un peu ce parallèle-là. D'accord, je vois bien l'image. L'image est assez parlante, effectivement. Alors quand on a vu 50 entrepreneurs, des modèles de boîtes totalement différents, puis j'imagine que vous en avez peut-être vu d'autres au-delà de la sélection finale qui est arrivée, et si vous pouviez faire un rêve, un claquement de doigts, dire moi voilà, c'est la boîte que j'aurais aimé créer, vous deux, vous diriez chacune laquelle? Alors moi j'aime beaucoup Julie Desk parce que c'est un assistant de prise de rendez-vous avec intelligence artificielle et je trouve que c'est hyper pratique. Je rêve d'avoir justement cette assistance. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il l'appelle Julien Desk parce que voilà, c'est bien aussi d'avoir des assistants. Emmanuel? Moi évidemment c'est une société B2B, c'est ZenChef. Fondé par Xavier Zetoun, cofondé par Xavier Zetoun, qui est en fait c'est génial parce que c'est un logiciel qui permet aux restaurateurs de prendre leur rendez-vous, de gérer leur facturation. C'est vraiment un logiciel pour les restaurateurs. Et c'est une solution B2B pour des passionnés. C'est-à-dire des personnes qui sont là pour servir et créer des repas extraordinaires à des personnes qui ont envie de passer ce bon moment. Et aider des passionnés à faire leur métier, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. D'accord. Ça fait penser à une question qu'on n'a pas préparée, qui vient juste à l'esprit, comme ça, rapidement. Dans ce que vous évoquez, on parle beaucoup de réussite, effectivement, dans le B2B, B2C, d'entrepreneurs au sens large. Et tu évoquais tout à l'heure, Anne-Sophie, l'idée un peu du côté impact dans la société, faire des choses bien. Est-ce que vous avez remarqué, ça fait penser à un bouquin qu'écrit Mélie Vidot, qui s'appelle Social Calling, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui quelque part parle des gens qui, effectivement, veulent avoir de l'impact. Est-ce que vous avez identifié, chez les entrepreneurs, vous avez rencontré qui ont réussi cette idée, finalement, une fois que j'ai eu le succès qui était le mien, y compris peut-être financier, l'envie de faire autre chose et d'avoir de l'impact dans la société? C'est des choses que vous avez vues? Ouais, ça peut être l'impact à plein de niveaux et ça peut être, mais surtout ce qu'on voit, c'est qu'ils ont vraiment envie d'aider les autres. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que, en tout cas en France, il y a vraiment justement cette French Tech, il y a vraiment finalement, c'est un peu comme une famille où on voit des entrepreneurs qui s'entraident entre eux. Par exemple, Paulin de Menton, qui a créé Drivey, a été aidé dans ses débuts par Frédéric Mazella, qui a créé Blablacar. Et pourtant, voilà, on n'est pas très loin finalement dans les business. Et ouais, c'est ça qui est beau. Et je trouve on voit souvent qu'ils ont envie de redonner leur temps, soit en tant que soit si c'est du coaching ou sinon de l'investissement. Voilà. Et typiquement, l'ouvrage, on a interviewé des entrepreneurs comme Fanny Pécheda, par exemple, qui nous parlent très peu, parce que justement, ils ont voulu nous confier leur parole pour que cette parole serve aux autres.
Et on a eu aucun mal à trouver 51 entrepreneurs, hommes, femmes, serial entrepreneurs, primo-entrepreneurs, qui ont passé jusqu'à 3 à 4 heures chacun avec nous pour nous livrer ces informations et les partager avec tout le monde. Et dans cette notion de transmission, hein, vraiment de soutien les uns les autres, il y a à la fois les entrepreneurs, puis aussi ceux qui deviennent investisseurs, ceux qui aident les investisseurs. Et aujourd'hui, il y a une vraie volonté de se soutenir pour grandir ensemble. Parce que si on continue chacun dans son coin, rien ne va avancer. Alors qu'aujourd'hui, la French Tech et tous les organismes, French Tech, France Digital, cet événement ici, sont faits pour aider les entrepreneurs les uns les autres. Alors justement, pour peut-être finir, par rapport à cette notion d'investisseur, d'entrepreneur, il y en a ici dans la salle. Qu'est-ce que vous auriez comme message à leur passer, vous qui avez pu faire cette vision un peu panoramique de ceux qui ont réussi? C'est quoi les messages clés que vous auriez envie de donner à des gens qui ou investissent ou entreprennent et qui sont devant vous aujourd'hui? Alors, aux investisseurs, j'ai envie de passer un message qui est simple, que vous soyez business angel et que vous mettiez 30 000 € dans une boîte, ou que vous soyez un gros fonds d'investissement et que vous en mettiez 20 millions, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'être humain, mais c'est surtout, c'est vous l'être humain qui compte. C'est à vous d'aller aider l'entrepreneur, de le soutenir, de la soutenir, d'être avec elle, avec lui, dans les moments où ça va pas bien, dans les moments où ça va bien aussi, puisque c'est évidemment plus facile de faire un board quand les chiffres sont positifs, mais de jamais les abandonner et de les soutenir jusqu'au dernier moment, s'il y a un dernier moment, ou jusqu'à la passation, jusqu'à un grand groupe. Mais le job de l'entrepreneur, c'est de faire une boîte géniale. Le job de l'investisseur, c'est de le soutenir jusqu'au bout. Et moi, aux entrepreneurs, je dirais continuer de faire du mentoring, continuer d'aider ceux qui veulent entreprendre parce qu'ils ont besoin de modèles. Voilà, ils ont besoin de savoir justement quelle est la véritable histoire de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie, merci Emmanuel. Into the French Tech, ne ratez pas cet ouvrage qui est vraiment très sympa, très intéressant, avec 50 portraits de personnes, d'ailleurs, dont certains d'entre vous ont vu qu'ils étaient passés ici. Vous apprendrez beaucoup de choses qu'ils n'ont pas forcément pu dire ici, y compris par leur entourage d'ailleurs, qui vous passionneront, je n'en doute pas. Merci beaucoup, bonne continuation dans les festivals. Et je passe la parole tout de suite à Alexandre, me semble-t-il.